Donc aujourd'hui, on va vous parler des inégalités entre les femmes et les hommes au travers des études et des données de l'INSEE. Avant de commencer, on va organiser la présentation de la manière suivante. Déjà, je vais vous informer ou vous rappeler très rapidement quelles sont les missions de l'INSEE. Ensuite, je vous présenterai quelques résultats de nos études en lien avec les inégalités des femmes et des hommes, entre les hommes et les femmes, sur différentes thématiques. Et Julien, ensuite, vous montrera sur le site internet de l'INSEE comment retrouver les données que je vous aurai présentées, enfin les études que je vous aurai présentées et un grand nombre d'autres données. Donc, l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et notre mission, c'est de collecter, de produire de l'information et ensuite d'analyser cette information et de diffuser les résultats, soit sous forme de données, soit sous forme d'études. Donc, les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est une des thématiques très connues que nous étudions, c'est l'économie. Nous travaillons aussi sur les thématiques démographiques et beaucoup plus largement sur un ensemble de thématiques qui concernent la société française. Donc, nous sommes une direction générale du ministère de l'économie et des finances et nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire que nous avons une direction générale qui est située en Île-de-France et des directions régionales dans l'ensemble du territoire, y compris dans les DOM. Donc, on est ce qu'on appelle le chef de file du système statistique public en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a différents organismes qui vont produire des statistiques publiques. Et notamment, dans chaque ministère, il y a un service statistique ministériel. Par exemple, à l'Éducation nationale, vous connaissez sans doute l'ADEP et également dans l'enseignement supérieur, le CIES. Donc, tous ces organismes, en fait, ils travaillent en collaboration avec l'INSEE. Et les statistiques que nous produisons, elles vont, donc que ce soit l'INSEE ou les services statistiques ministériels, elles vont alimenter souvent les statistiques européennes. Alors, le pilote des statistiques européennes, c'est Eurostat, qui demande à chaque institut national de statistique de lui fournir un certain nombre de données. Et l'intérêt ensuite pour tous les pays, ça va être de pouvoir avoir des comparaisons internationales. Donc, vous allez voir qu'on va présenter par la suite des données à différentes échelles géographiques. Pour finir, donc, je voudrais juste rappeler que l'INSEE travaille en toute indépendance, donc on dépend administrativement du ministère de l'économie et des finances, mais les chiffres qu'on produit et les interprétations qu'on en donne, en fait, ne dépendent que de nous. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir de la crédibilité, que ce soit auprès des citoyens ou des décideurs, parce que nos données sont indépendantes et c'est vraiment un point important de notre déontologie. Donc, des données indépendantes et un travail sur des thématiques extrêmement variées. Ce qui fait que nous en venons à la question, pourquoi est-ce que l'INSEE est une source clé pour étudier les inégalités entre les femmes et les hommes? Alors, je vous l'ai déjà dit, on travaille sur beaucoup de thématiques et sur l'ensemble des thématiques qu'on explore, lorsque c'est possible, en fait, on va produire des données sexuées. Du coup, cet après-midi, on va forcément pas balayer de manière exhaustive la question des inégalités entre les femmes et les hommes. On a choisi de se concentrer sur les thèmes suivants. Donc, on va commencer par parler de formation, d'emploi, de conditions de travail. On évoquera les salaires également, les conditions de vie et la représentation politique. Alors, on va commencer avec la thématique de la formation. Donc, du coup, en haut à droite, vous retrouverez une petite icône. Et du coup, après la présentation, si vous cliquez sur le diaporama, vous aurez accès à la publication dont sont issues les données que je vous présente. Ensuite, vous voyez que en bas à gauche est indiquée la source des données. Alors ça, c'est un élément qui est très important sur toutes nos études et sur toutes les données qui sont sur notre site internet.
vous retrouverez la source des données. C'est aussi ce qui permet de crédibiliser en fait les résultats qu'on produit. Vous avez aussi dans le titre de la figure, donc on vous précisera le millésime, parce qu'en fait, comme on part d'un certain nombre d'études, on ne se situe pas toujours à la même date. Donc là, vous savez de quand date l'information. Éventuellement, vous aurez aussi l'information sur le niveau géographique, parce qu'on va présenter des données à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et jusqu'au niveau départemental. Et ensuite, par souci de lecture, en fait, sur toutes nos figures, les filles sont représentées en vert et enfin les filles ou les femmes et les garçons ou les hommes sont représentés en bleu. Donc la première figure, elle concerne, les compétences, en compréhension de l'écrit à 15 ans et on regarde la part, de filles et de garçons qui ont des compétences insuffisantes à l'écrit. Du coup, ici, on se situe, donc on regarde ce qui se passe dans un ensemble de pays européens. Et là, vous constaterez que toutes les barres bleues sont plus hautes que les barres vertes. Et ça, on le retrouve dans chaque pays qui est représenté ici, dans chaque pays de l'Union européenne. Ce qui signifie que, en ce qui concerne la compréhension de l'écrit, en fait, les performances scolaires sont plus faibles pour les garçons que pour les filles. En France, on a un peu plus d'un quart des élèves à 15 ans des garçons, qui présentent des compétences insuffisantes en compréhension de l'écrit, alors que pour les filles, on est à peu près à 16,3%. Si on regarde aussi maintenant plus les performances scolaires, mais l'orientation des élèves, donc ça sera sans doute pas une surprise pour vous, on constate que l'orientation est différenciée. Et là, ce qu'on a représenté, donc on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur à la rentrée 2020 et on a regardé les effectifs d'élèves scolarisés en terminale, donc en lycée général, en lycée technologique et en lycée professionnel. Et on va constater qu'en lycée général, on a une majorité de filles, avec 55,1% de filles, et à l'inverse, en lycée professionnel, on aura une part plus élevée de garçons, puisqu'on a 57,9% de garçons en lycée professionnel. En lycée technologique, on est presque proche de la parité dans la région. Donc, une voie de formation qui est souvent différente pour les garçons et les filles. Et à l'intérieur de chaque voie de formation, on va aussi constater que les spécialités choisies par les filles et par les garçons ne sont pas les mêmes. Donc, on est toujours dans la région à la rentrée 2020. On a regardé en lycée général quelle était la part de filles et de garçons dans les spécialités. Et on va constater que les filles sont très présentes, puisqu'elles sont presque 74% dans la spécialité littérature, philosophie, langue, culture étrangère et régionale. Elles sont aussi bien présentes en spécialité artistique, en sciences économiques et sociales ou en sciences et vie de la Terre, histoire, géographie, sciences politiques. En fait, la référence, quand on regarde ces données, c'est pas 50%, c'est plutôt 55%, puisqu'en en terminale générale, on a vu qu'il y avait 55% de filles. Et par contre, les filles sont très peu présentes dans les spécialités sciences du numérique et sciences de l'ingénieur, et elles sont minoritaires en mathématiques. Donc, cette différence de spécialité, on va aussi la retrouver en lycée professionnel. Et là, ce qu'on représente, c'est les spécialités qui sont les moins féminisées et les plus féminisées. Donc, on voit que, par exemple, dans la spécialité coiffure, esthétique et soins, on a quasiment que des filles, tandis que en électricité électronique ou énergie, génie climatique, on a presque que des garçons. Donc, si on poursuit, maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des diplômes. Alors là, on est revenu sur une comparaison des pays en Europe. On est en 2020 et on regarde la situation des personnes âgées de 25 à 34 ans, qu'elles soient encore scolarisées ou qu'elles ne le soient plus. Et donc, on regarde quelle est la part de diplômés de l'enseignement supérieur.
dans chacun des pays pour les filles et pour les garçons. Donc, ici, vous constatez que les barres vertes pour chacun des pays et ainsi que pour l'ensemble de l'Union européenne qui est située à droite, les barres vertes sont toujours plus élevées que les barres bleues. C'est-à-dire que la part de diplômés de l'enseignement supérieur, donc les personnes qui ont un bac plus 2 ou plus, est supérieure chez les filles par rapport aux garçons. Donc en France, en 2020, parmi les 25 à 34 ans, on a un peu plus de la moitié des filles qui sont diplômées de l'enseignement supérieur, 52,8%, et 45,9% pour les garçons. Si on veut se comparer à l'ensemble des 25 à 34 ans dans l'Union européenne, donc on voit que ce soit pour les filles ou pour les garçons, on a une part plus importante de diplômés de l'enseignement supérieur que ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Et en ce qui concerne l'écart est plus fort au niveau de l'Union européenne que ce qu'il n'est en France. Et si on regarde l'ensemble des pays, en fait, on constate que il y a une grande disparité. Par exemple, en Allemagne, il y a un écart qui est faible entre la part de diplômés de l'enseignement supérieur chez les filles et chez les garçons, alors qu'en Italie, il est extrêmement important. Et du coup, si on s'intéresse à la situation dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on constate que, donc on est toujours sur les diplômés de l'enseignement supérieur, on constate que la différence entre les filles et les garçons est très élevée. On a à peu près 10 points d'écart chez les 25-34 ans. Et on a aussi l'information pour les générations un peu plus âgées. Donc on voit que chez les 35 à 49 ans, on a toujours une différence au détriment des garçons pour la part de diplômés de l'enseignement supérieur. Elle existe encore chez les 50 à 64 ans, mais elle est moins marquée en lien avec le fait que cette génération est dans l'ensemble moins diplômée que les générations plus jeunes. Donc, ce qu'on constate au niveau de la région, on le constate également au niveau des départements. Là, vous avez une carte des départements de France qui représente l'écart entre les femmes et les hommes au regard de la part de diplômés de l'enseignement supérieur. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le département est coloré en rose ou en rouge, la part des femmes diplômées de l'enseignement supérieur est plus élevée que la part des hommes diplômés de l'enseignement supérieur et plus le rouge est foncé, plus la différence est importante. Du coup, dans tous les départements de France métropolitaine, en fait, les filles sont plus souvent diplômées de l'enseignement supérieur que les garçons. Alors, si on regarde ce qui se passe dans la région, on voit qu'il existe des disparités entre les départements de la région et que l'écart est le moins élevé dans les Bouches-du-Rhône, alors qu'il est le plus fort dans les Hautes-Alpes. Alors, en fait, euh, par quoi ça s'explique? Ça va s'expliquer surtout par le fait que, donc vous voyez, le- la part de diplômés de l'enseignement supérieur des filles est à peu près le même dans les Bouches-du-Rhône et dans les Hautes-Alpes. Par contre, si on regarde au niveau des garçons, les hommes sont plus souvent diplômés de l'enseignement supérieur dans les Bouches-du-Rhône, ce qui fait que l'écart entre les filles et les garçons est le plus faible dans ce département. Donc, on va continuer avec la thématique de l'emploi et pour constater, c'est pas c'est pas un scoop que les femmes sont partout en Europe moins souvent en emploi que les hommes. Donc là, on est sur le taux d'emploi des 15 à 64 ans, donc les personnes en âge de travailler, en 2020. En France, on a 62,2% des femmes qui occupent un emploi, alors alors qu'on a 68,5% des hommes qui sont dans cette situation-là. Donc, si on se compare avec
avec l'Union européenne, en fait, l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes, il est plus élevé dans l'Union européenne et c'est dû au fait que les hommes sont plus souvent en emploi dans l'Union européenne que les hommes en France. Le taux d'emploi des femmes en France, il est à peu près équivalent au taux d'emploi des femmes dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, un écart important de taux d'emploi entre les femmes et les hommes, mais en fait, l'écart se réduit. Ici, vous avez représenté l'évolution du taux d'emploi des femmes et des hommes depuis 1975 en France. Et, et on peut constater que l'écart s'est réduit à la faveur de deux évolutions qui vont en sens contraire pour les femmes et pour les hommes. Donc, entre 1975 et 2020, on a eu une évolution tendancielle, une augmentation tendancielle du taux d'emploi des femmes, alors que le taux d'emploi des femmes en 1975 s'est élevé à 50%. On est en 2020 au-dessus de 60%. Et à l'inverse, le taux d'emploi des hommes en 1975 était supérieur à 80%, alors qu'il est inférieur à 70% sur cette figure en 2020. Donc le taux d'emploi des hommes, lui, il a baissé très fortement entre 1975 et 1995. Et entre 1995 et 2020, la tendance est un peu moins nette. Mais ce qu'on peut constater, c'est que l'écart de taux d'emploi en 2020 entre les femmes et les hommes est beaucoup plus faible que ce qu'il ne pouvait l'être en 1975. Donc, le fait que les femmes soient moins souvent en emploi que les hommes, on l'a vu que c'était vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau national et c'est également le cas dans la région et dans tous ces départements. Et du coup, on a quand même des différences qui sont assez marquées avec le Var où la différence de taux d'emploi entre les femmes et les hommes est le plus important. On a un écart de 7,1 points et à l'inverse, un écart qui est plus faible et le plus faible de la région dans les Alpes de Haute-Provence. Là, on a un écart de 4,6 points. Donc, maintenant, si on regarde un peu quels sont les emplois exercés par les hommes et par les femmes, tout à l'heure, on avait constaté que les formations qui étaient suivies par les filles et les garçons n'étaient pas les mêmes. Et on va retrouver cette différence au niveau des emplois avec des familles. Là, on représente les familles professionnelles qui sont les plus féminisées et les moins féminisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2020. Donc, on va voir que dans les métiers de secrétaire, d'aide à domicile et d'aide ménagère, on a plus de 90% de femmes, alors qu'à l'opposé, dans les métiers ouvriers, notamment les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ou les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, on a moins de 10% de femmes. Autre différence qui est qui est bien connue entre les femmes et les hommes, ça va être le temps de travail. Là, on se place sur les personnes qui occupent un emploi salarié en France en 2023 et on constate et on regarde quelle est la part de temps partiel selon le nombre d'enfants dans le foyer pour les hommes et pour les femmes. Donc, indépendamment du nombre d'enfants, les femmes sont beaucoup plus souvent à temps partiel que les hommes. Par exemple, dans les foyers sans enfants, on a 25% à peu près des femmes en emploi salarié qui sont à temps partiel et contre moins de 10% des hommes. Et ce qu'on constate, c'est que les femmes sans enfants sont globalement un peu moins souvent à temps partiel que les femmes avec des enfants et que les femmes qui sont le plus souvent à temps partiel, donc dans plus d'un tiers des cas, ça va être celles qui ont 3 enfants à charge ou plus. Le fait d'avoir des enfants n'a pas tellement de conséquences sur le temps partiel des hommes, en fait. Les hommes avec des enfants
ne sont pas vraiment plus souvent à temps partiel que les hommes, qui n'ont pas d'enfants. Donc maintenant, si on regarde les conditions de travail, alors tout à l'heure Nicolas, bah, avait parlé de différences, pour les entre les filles et les garçons sur, le stress généré par les examens. Si on s'intéresse aux risques professionnels, on a aussi des différences, alors plutôt vu des métiers, mais en fonction du fait que les métiers soient féminisés ou pas. Donc là, les métiers, qui sont féminisés sont représentés en vert et les métiers masculinisés sont représentés en bleu. Et donc on voit que dans les métiers masculinisés ouvriers, en termes de risque professionnel, les personnes vont, beaucoup plus souvent que les autres se sentir exposées à de la pénibilité physique. Vous avez le pic bleu là qui dépasse, beaucoup les autres, les autres modalités. En gris, c'est l'ensemble des salariés qui est représenté. Donc, de la pénibilité physique dans les métiers masculinisés ouvriers et aussi un manque d'autonomie ressenti dans ces métiers. Tandis que les métiers féminisés de service, les personnes qui travaillent dans ces métiers, elles vont plus souvent faire état de contraintes d'organisation et plus souvent que l'ensemble des salariés, d'exigences émotionnelles, de conflits de valeurs ou de manque de soutien. Donc maintenant, on va en venir à la thématique des salaires et du coup, bah, essayer de regarder un peu actuellement en France, quelles sont les différences de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc on commence par regarder le salaire net moyen, des personnes qui travaillent principalement dans le secteur privé et on constate qu'en moyenne, les femmes ont un revenu net annuel de 21 340 €, tandis que les hommes, eux, ont un revenu de 27 430 €, ce qui fait qu'on a, une différence de 22 au détriment des femmes. Donc là, c'est si on regarde, le salaire, enfin, tel que les personnes, le perçoivent. Ensuite, on a vu que les femmes travaillaient plus souvent à temps partiel, donc on imagine qu'une part de cette, différence de salaire s'explique par, des temps de travail qui ne sont pas les mêmes et du coup, on a corrigé du temps de travail et on regarde, la différence entre, enfin lorsqu'on se place en équivalent temps plein. Là, on voit qu'il perdure une différence de 14 toujours au détriment des femmes, lorsqu'on a corrigé du temps de travail. Dernière, correction qu'on a effectuée, donc tout à l'heure, on a vu que les formations suivies par les hommes et par les femmes étaient différentes, que les métiers exercés l'étaient également. Donc là, on va corriger du métier. Alors ce qu'on n'a pas, développé, mais qui est vrai également, c'est que les secteurs d'activité dans lesquels vont plus souvent travailler les femmes et plus souvent travailler les hommes ne sont pas les mêmes et ça peut aussi jouer sur, sur les salaires parce qu'en fait les hommes travaillent plus souvent dans des secteurs qui sont plus rémunérateurs. Donc imaginons qu'on se place à métier comparable. C'est pour ça qu'on a écrit, au-dessus «toutes choses égales par ailleurs». Donc si on se place à un emploi comparable avec un temps de travail identique, on réduit l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et là, il est de d'environ 4. Donc il n'a pas disparu, mais il est moins élevé que, l'écart initial qu'on avait, enfin qu'on constate sur les salaires, qui sont versés aux personnes. Donc l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, on a vu qu'il était présent au niveau national. Si on le décline au niveau des départements, eh ben, on va, retrouver aussi toujours donc là, on se place en salaire, net moyen en équivalent temps plein, donc on a déjà corrigé du temps de travail et on constate que tous les départements en France métropolitaine
sont en bleu. Ça veut dire que dans tous les enfin, dans chacun des départements, le salaire en équivalent temps plein des hommes est toujours plus élevé que celui des femmes. La différence et l'écart est le plus important pour les départements qui sont en bleu foncé. Donc dans la région, on n'a pas les départements qui ont l'écart le plus élevé, mais par contre, en fait, on a quand même des disparités de situation avec un écart qui est le plus faible pour les départements de la région dans les Alpes de Haute-Provence et le plus fort dans les Bouches-du-Rhône, en raison du fait que les hommes dans les Bouches-du-Rhône sont beaucoup mieux rémunérés que les hommes dans les Alpes de Haute-Provence. Et d'ailleurs, on constate finalement qu'en équivalent temps plein, le salaire des femmes dans les Bouches-du-Rhône est supérieur au salaire des hommes dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, on va passer à la thématique des conditions de vie. Alors là, c'est vraiment des exemples ponctuels en fait qu'on vous présente. Mais on s'est intéressé aux familles monoparentales. Donc, ce qui est bien connu, c'est que le taux de pauvreté dans les familles monoparentales est plus élevé qu'en population générale. Mais on constate en fait qu'il y a une différence selon que la personne à la tête de la famille monoparentale est un homme ou une femme. Donc dans la région, le taux de pauvreté de l'ensemble de la population en 2019, il était de 17,4%. Pour les pères, enfin pour les personnes qui habitent dans une famille monoparentale dont le père est à la tête de la famille, le taux de pauvreté est de 23,4%, donc plus élevé qu'en population générale. D'ailleurs, entre parenthèses, en fait, dans les familles avec enfants, le taux de pauvreté est souvent plus élevé que dans les familles sans enfants parce que on a moins de personnes qui, au sein du ménage, vont amener des revenus. La parenthèse étant fermée, on se rend compte que la pauvreté est encore plus présente lorsque c'est la mère qui est à la tête de la famille monoparentale. Et dans ces cas-là, on a plus du tiers des personnes dans ces familles en fait, qui sont en situation de pauvreté monétaire. Et ça, c'est dans un contexte où, en fait, lorsque les enfants vivent avec un seul de leurs parents, eh ben, dans la très grande majorité des cas, ils vivent avec leur mère. Donc, il y a plus de mères à la tête de familles monoparentales que de pères. Si on s'intéresse aux conditions de vie, bon, ben, beaucoup des indicateurs que je vous ai présentés précédemment étaient au détriment des femmes. En ce qui concerne l'espérance de vie, les femmes ont globalement une espérance de vie plus élevée que les hommes. Et là, ce qu'on représente, c'est l'espérance de vie à la naissance des femmes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en France métropolitaine, avec l'année de référence qui est 2024. Et donc, l'espérance de vie des femmes est de 86 ans dans la région. Elle est de 80 ans et 8 mois pour les hommes. Au niveau national, bah, c'est pareil, on a une différence d'espérance de vie au détriment des hommes. Alors, cette différence d'espérance de vie, elle n'est pas sans lien avec les conditions de vie des personnes âgées. Et du coup, en fait, là, ce qu'on a représenté, donc on est en France, en 2018, c'est des personnes âgées de 65 ans ou plus. À gauche, on a les femmes et à droite, les hommes. Et ce qu'on peut constater, c'est que pour un âge donné, en fait, pour les hommes, les courbes bleues sont beaucoup plus hautes que ce qu'elles ne peuvent l'être pour les femmes. Donc, en bleu, ce qu'on représente, c'est les personnes qui vivent à domicile. Bleu foncé, elles sont en couple, et puis bleu clair, elles ne sont pas en couple. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes âgés vont plus souvent vivre à domicile et en couple que les femmes âgées,
Alors, il y a deux explications, en fait. Déjà, enfin, la principale explication, c'est l'espérance de vie, puisque les femmes vont vivre plus longtemps que les hommes. Et la deuxième explication, c'est que souvent, au sein du couple, la femme est un peu plus jeune. Du coup, au sein des couples, les hommes vont décéder plus tôt, ce qui fait que les femmes vont se retrouver plus souvent seules que les hommes. Donc, en matière de conditions de vie, je voulais aussi vous présenter et pour les personnes âgées, je voulais aussi vous présenter les principaux résultats d'une étude qui est parue cette année et qui s'intéresse aux pensions de retraite en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on constate en fait un écart de pension de retraite important en défaveur des femmes, avec un écart de 31% dans la région. C'est à peu près similaire à ce qui se passe en France métropolitaine. Donc, au regard de cet écart moyen, ce qui est marquant aussi, c'est que en fait, on a 2 femmes sur 5 qui vont toucher une pension de retraite inférieure à 1 000 € mensuels, alors que ça sera le cas d'uniquement un homme sur 5. Et pour Pascal, terminer, oui, moi, juste une question d'une collègue. Quelles sont les sources de l'INSEE en PACA pour quantifier les conditions de vie, taux de pauvreté, espérance de vie, etc. et bien alors les sources du coup, euh, hop, elles sont indiquées là. En ce qui concerne donc le taux de pauvreté, c'est toujours la même source. C'est un fichier administratif qui s'appelle le fichier localisé social et fiscal. On a l'information sur l'ensemble des revenus de tous les foyers, ce qui permet de savoir quelles sont les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et pour les autres indicateurs là que je vous présente, donc sur le mode de cohabitation des personnes, là, c'est des questions qui sont dans le recensement de la population. Et sur les pensions de retraite, alors c'est une étude qu'on a réalisée à l'INSEE, mais nos données, en fait, elles proviennent de l'adresse qui est le service statistique ministériel du ministère de la Santé, et à partir de données aussi qui proviennent des régimes de retraite. Alors, il y a une autre question. S'agit-il donc de données qui proviennent des déclarations de revenus? Oui. En fait, il y a beaucoup de données qui sont surtout des données territorialisées de l'INSEE qui vont provenir de fichiers administratifs. Et donc, pour nous, c'est une source de données qui est extrêmement intéressante, parce que c'est des données qui sont quasiment exhaustives et qui sont de bonne qualité, puisqu'en principe, l'administration fiscale est assez intéressée pour avoir des informations fiables. Et ensuite, dans le traitement que nous, on va faire sur ces données, donc elles sont anonymisées, hein. Du coup, nous, on n'a pas l'information sur les personnes, et de toute manière, c'est pas ce qui nous intéresse, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des statistiques. Mais on fait beaucoup de choses, on calcule beaucoup d'indicateurs à partir de ces fichiers administratifs, et beaucoup de choses aussi à partir des données fiscales, quoi. Du coup, je peux reprendre? Oui, tout à fait. Merci, Pascal. Merci. J'ai presque terminé. Je voulais juste te dire un mot sur, sur la représentation politique. Alors là, ce qui est, la figure représente en fait la part des élus locaux depuis 1947 en France, avec on a les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les sénateurs, les maires.
Donc, ce qu'on peut constater, c'est que, bon, en 1947, en fait, la part des femmes parmi les élus, elle était vraiment anecdotique. Jusqu'aux années 1975, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, pour chaque type de mandat, par la suite, la part des femmes a augmenté jusqu'à atteindre la parité en 2019 là, pour les conseillers régionaux et les conseillers départementaux. Mais c'est aussi en lien avec une législation qui impose la parité parmi, enfin, pour certains élus. Et alors, là où on constate que la parité, elle est loin d'être atteinte, c'est pour le mandat de maire. En France, on a environ 20% de femmes parmi les maires en 2019, ce qui est loin d'être une situation paritaire. Et donc, cette situation qu'on retrouve au niveau national, c'est la dernière figure dont je voulais vous parler. On va la retrouver aussi dans l'ensemble des départements de France métropolitaine, avec toujours une part d'hommes parmi les maires qui est plus élevée que la part de femmes. Alors dans la région, le département qui est le moins paritaire pour les maires, c'est les Bouches-du-Rhône, et celui qui est le plus paritaire, mais très loin de la parité quand même, c'est les Alpes de Haute-Provence. Alors pourquoi je vous dis très loin de la parité? C'est que dans les Alpes de Haute-Provence, on n'a que 26% de femmes parmi les maires. Et puis dans les Bouches-du-Rhône, on a 14% de femmes. Donc je vais laisser la parole à Julien et je suis désolée pour tous les problèmes techniques que j'ai rencontrés. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai eu la même coupure que toi, malgré que je sois en télétravail. Je vais partager mon écran. Alors dites-moi si vous voyez bien mon écran. Moi, je le Encore. vois. Alors si tu veux, ça devrait aller pour tout le monde. Alors, donc en fait, Pascal, elle vous a montré un ensemble de résultats sur les inégalités entre les femmes et les hommes à l'échelle nationale, régionale, départementale, à partir des publications et des données qui sont en fait mis à disposition gratuitement sur le site INSEE.fr. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment on retrouve ces chiffres ou d'autres directement sur le site. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que les publications, vous allez avoir les données là, par exemple, qui ont été présentées, qui vont dater de 2020, 2021. Si vous voulez, par exemple, réutiliser ces chiffres dans vos cours l'année prochaine ou dans 2 ans, il y aura des données qui seront réactualisées, donc ça vous permettra d'avoir ces nouveaux chiffres. Et puis, ça vous permet aussi de voir d'autres indicateurs qui n'ont pas été présentés par Pascal, mais qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, à l'issue de notre webinaire, vous aurez le document qui a présenté Pascal, et vous aurez aussi tous les liens que je vais présenter là, ce qui vous permettra comme ça d'aller voir les produits. Et si vous ne retenez pas comment on accède à ces produits, c'est pas grave, vous aurez accès quand même. Bon, j'avais prévu de parler un quart d'heure, mais si je parle un quart d'heure, on va beaucoup déborder, mais il faudra me dire si on voit que les gens partent tous à partir de 15 heures. Donc, sur le site INSEE.fr, donc, quand on se connecte, je vais déjà vous montrer comment on accède aux différentes publications. De toute façon, tout ce qui est publication et études, on le retrouve depuis la rubrique ici qui s'appelle statistiques et études. Alors ensuite, une fois qu'on est là, il faut choisir un thème, un sous-thème, un niveau géographique et quel type de produit on souhaite. Alors ici, donc le sous-thème, enfin on va dire la thématique sur les égalités entre les femmes et les hommes, il se situe dans conditions de vie et société. On clique sur le petit triangle.
on coche le sous-thème égalité femmes-hommes. Et là, en fait, j'ai la liste de tous les produits du site INSEE.fr qui sont tagués sur égalité femmes-hommes. Donc là, je ne vais pas choisir de niveau géographique, je vais juste cliquer sur publication. Et donc, on voit qu'il y a des publications, là, par exemple, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de France, d'Occitanie, de toutes les régions. Donc, je vais vous présenter quelques produits donc, au niveau national. Donc là, je coche on va dire, des documents nationaux. Je ne vais pas vous les présenter tous, mais c'est juste pour vous les montrer. Donc, en fait, chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, il y a une étude qui est faite au niveau national qui présente les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Donc, je vais vous montrer celle de cette année et vous allez reconnaître, en fait, donc ça se présente toujours de cette manière, le titre, un chapeau, un résumé de l'étude. Ensuite, une infographie. Donc là, vous retrouvez un morceau de l'infographie, de la présentation de Pascal de tout à l'heure sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Et ensuite, vous avez accès à l'étude. Voilà. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que l'infographie, avoir accès directement au travail des auteurs. Donc, quelque chose de rédigé avec des graphiques un peu plus complexes. Et toujours accès aux données qui ont servi à faire cette étude. Par exemple, les données du graphique sont accessibles ici et vous avez accès à toutes les données possibles dans l'onglet données. En fait, toutes les publications qui sont mises sur le site INSEE.fr, soit des publications nationales ou des publications régionales, en fait, elles se présentent de la même manière, avec la possibilité de télécharger les données ici. Et vous avez aussi un onglet documentation qui vous permet d'avoir des informations sur les sources, le champ. Donc tout ceci se situe là. Donc je reviens en arrière. Donc ça, c'est pour la publication qui part un peu chaque année. Et l'autre publication en fait importante au niveau national, c'est un INSEE référence qui a été publié en 2022 et qui a été utilisé pour faire la présentation de Pascal. Donc, elle était sortie là. C'est Femmes et hommes, l'égalité en question. Donc c'est, on va dire, voilà, le produit de référence pour les inégalités femmes-hommes au niveau national. Donc voilà, c'est une entrée par thème avec des publications et ensuite des dossiers et des fiches thématiques. Donc vous retrouvez le lien de toute façon dans ce que je vous ai préparé. Donc ça, c'était pour les publications au niveau national. Ensuite, il y a une collection aussi de publications régionales. Hop. Donc, on va les sélectionner ici. Je retire les publications nationales. Je vais en sélectionner les publications. Alors, je vous ai déjà fait les présélections, vous n'aurez pas besoin de les refaire à partir du diaporama. Et en fait, chaque année, au niveau régional, on publie également une étude sur les inégalités femmes-hommes. Et donc, par exemple, cette année, c'était une étude donc, sur les pensions de retraite, ce qu'on a dit tout à l'heure. L'an passé, il y avait eu une étude sur les séparations, donc les femmes qui subissent une perte financière plus élevée que les hommes. Nous avions aussi sur les écarts de salaire, la différence entre ceux qui vivent dans un espace urbain ou un espace rural. Juste après les crises sanitaires, les conditions de vie plus dégradées pour les femmes. Et puis, je retourne jusqu'en 2021, il y en avait une sur les créatrices d'entreprises. Et l'an dernier, donc, il y avait eu 2 études, et dont un dossier sur les égalités femmes-hommes. Et c'était un dossier régional et également départemental avec des fiches pour tous les départements. Alors, j'avais téléchargé une fiche au préalable. Et vous retrouvez comme ça des graphiques, des tableaux sur les inégalités de manière thématique. Ça reprend un peu les thèmes qui ont été présentés tout à l'heure. Donc voilà pour les publications qui ont été diffusées ces dernières années. Alors, en plus des publications, il y a aussi des données qui sont mises à votre disposition.
Et donc là, vous avez plus d'indicateurs que ce qui est utilisé. Donc, je vais vous montrer comment on retrouve ces données et quel type de données on peut trouver également. Donc là, vous avez l'ensemble des données qui sont disponibles sur le site INSEE.fr. Vous avez 18 produits. Alors, sachant qu'il y en a plus, parce qu'il y a énormément en fait, de données qui sont sexuées, mais qui ne sont pas forcément taguées dans égalité femmes-hommes, mais qui peuvent être ensuite mis dans les thèmes qui sont présents sur la gauche. Alors, je vais vous présenter un des produits phares du site INSEE.fr. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord de l'économie française, qui était connu avant au format papier, qu'on appelait le TEF, et qui maintenant existe uniquement au format numérique. Et il y a une fiche sur l'égalité femmes-hommes. Ça va apparaître très bientôt. Donc en fait, c'est une fiche qui nous permet d'avoir des données nationales, mais également des données internationales et des données sur les territoires, donc au département ou au niveau de la région. Donc là, par exemple, sur cette fiche, au niveau France, on va avoir des indicateurs sur l'espérance de vie, sur les diplômes, les catégories socio-professionnelles, le chômage, l'activité, le temps partiel et les écarts de rémunération et de salaire. Ça, c'est au niveau national. Vous avez aussi 2 indicateurs qui sont disponibles au niveau Europe. Donc, vous avez la part des femmes dans la population active et aussi les femmes diplômées du supérieur sur un deuxième onglet. Et vous avez également des fiches, donc là ça va être des cartes, avec des données régionalisées ou au département sur des thèmes que nous avons vus tout à l'heure. Toujours, comme vous avez des cartes ici, vous avez toujours la possibilité de télécharger les données qui sont associées. Donc si je reviens à la page précédente, voilà. Nous avons aussi là des indicateurs qui ont été mis en ligne il y a très peu de temps, des indicateurs régionaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est ce qui est ici. Donc là, en fait, vous avez 17 indicateurs sur 5 thèmes différents, avec des chiffres au niveau régional et départemental. Ensuite, on a des produits qui sont des produits, on va dire, plus interactifs. Donc là, il y en a 3 qui peuvent correspondre au thème du webinaire d'aujourd'hui. On a tout d'abord un outil interactif sur les écarts de rémunération. Donc, avec les écarts dans le privé, dans la fonction publique, la personne peut également rentrer son salaire et ensuite voir par rapport au salaire de la population. Et vous pouvez avoir aussi donc choisir la profession selon la taille de l'établissement, etc. et voir les différences de salaire entre les femmes et les hommes. Un deuxième produit, c'est un produit interactif sur les espérances de vie. Donc là, pareil, on a au niveau européen, au niveau national et au niveau départemental. Et on a la possibilité de voir l'espérance de vie ou l'écart, parce que là, c'est femmes-hommes aussi, il y a les écarts d'espérance de vie femmes-hommes au niveau national, les écarts d'espérance de vie à la naissance ou bien à un âge donné. Et le dernier, qui n'est pas un produit forcément interactif, mais qui n'est pas non plus très sexy forcément à voir comme ça, mais qui n'est pas sur le site INSEE.fr, c'est sur les professions et les catégories socio-professionnelles, et c'est les documents sur la mobilité sociale, donc avec la profession de la personne et la profession de son père, ou un peu plus loin de sa mère, et ça vous permet aussi donc de voir les écarts, les différences entre les femmes et les hommes. Le lien est aussi sur le document qu'on vous mettra. Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de données qui vont jusqu'au département, mais en fait, il y a quelques données qui sont aussi disponibles au niveau intercommunalité, voire au niveau de la commune. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle le dossier complet. Alors, vous aurez le lien aussi sur votre document. Le dossier complet, vous tapez le nom d'un territoire. Donc, c'est un territoire qui est connu de l'INSEE. Ce n'est pas un territoire que vous allez constituer vous-même, mais vous pouvez taper une commune ou un EPCI, un département.
Par exemple, si on fait une recherche, on va faire pour Marseille. Donc, je choisis la commune de Marseille. Et donc là, je vais accéder à une page avec des centaines d'indicateurs, et donc des indicateurs qui vont faire les différences entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez tous les thèmes qui sont abordés ici. Sur beaucoup de thèmes de démographie, donc issus des données du recensement, donc sur la structure de la population, le couple, famille, ménage, logement. On retrouve les diplômes sur la population active. Vous avez aussi des chiffres donc, sur l'emploi, tous les thèmes qui sont présentés ici. Donc, par exemple, si on va sur diplôme formation, et qu'on regarde par exemple le diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus, bah là vous allez avoir comme ça la part des personnes qui ont tel ou tel diplôme, niveau de diplôme, selon le sexe. Donc ça c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas dans les publications, mais que vous retrouvez ici dans ce dossier complet. Autre manière d'avoir des données qui sont territorialisées, mais là pas sous forme de tableau, mais plutôt sous forme de carte, c'est notre outil qui s'appelle Statistiques locales. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Donc ici, vous cliquez sur indicateur, et là, vous avez directement des données cartographiées. Donc vous retrouvez les thèmes qui sont disponibles sur l'INSEE.fr. Alors, par exemple, on prend marché du travail, sur l'emploi, et vous pouvez avoir ici, par exemple, le taux d'activité des hommes par tranche d'âge, et ici, le taux d'activité des femmes par tranche d'âge. Si on prend les 25-54 ans, et là, il va vous construire la carte de manière automatique. Et après, vous avez la possibilité de zoomer sur votre territoire et aussi d'extraire les informations. Enfin, si on veut les informations uniquement pour les départements du Vaucluse. Hop, il me fait le zoom sur le Vaucluse. Après, vous pouvez retravailler les couleurs parce que là, c'était pas forcément très, très lisible. Et vous pouvez aussi extraire, comme ça, très rapidement, les données qui ont servi à faire cette carte. Et vous avez directement les communes de Vaucluse avec ici le taux d'activité des hommes. Et vous pouvez sélectionner les indicateurs. Bon, après, ce produit-là, c'est pour vous le présenter. Hein, vous pouvez trouver beaucoup d'autres chiffres que sur le thème inégalité femmes-hommes qui peuvent aussi vous servir. Donc, on diffuse notre information sur le site INSEE.fr. Et au niveau régional, on est également présent sur les réseaux sociaux et sur YouTube et sur X Twitter. Donc, par exemple, pour les deux, en fait, notre nom de compte, c'est INSEE.PACA, tout attaché. Et donc, hop, par exemple, on a fait un micro-trottoir. Donc là, c'est il n'y a pas longtemps, c'était selon vous, qui est le plus diplômé de l'enseignement supérieur? Est-ce que ce sont les femmes, est-ce que ce sont les hommes? Donc là, il y a un micro-trottoir sur ce thème. Avec la publication du 8 mars, on avait fait l'étude sur les écarts de pension de retraite, et là, on avait fait une vidéo en fait, qui résume cette étude. Et donc, je vous invite à regarder. Vous aurez le lien également. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, vous avez X où on va poster aussi des tweets en lien avec nos études. Et puis aussi, vous pouvez retrouver parfois les interviews de notre directrice ou le chef du service études, par exemple ici sur BFM Marseille, pour nous parler de l'égalité salariale. Donc, voilà un peu tout ce que je pouvais dire sur où on retrouve les informations sur les inégalités. Je vais juste vous parler d'une autre page qui s'appelle « Découvrir, apprendre et enseigner », qui est une page du site INSEE.fr, vous la retrouvez dès la page d'accueil, où en fait, c'est une page un peu portail qui a des ressources que vous pouvez utiliser pour vos cours. Donc, je ne vais pas vous la présenter là, mais vous pouvez aller la voir et on vous a mis le raccourci. Voilà pour cette présentation à un quart d'heure des données qui sont présentes sur le site INSEE.fr.